Mon père avait dit que je pouvais, mon mari et moi, habiter cette maison. Le délicat pétillement des bulles de champagne, le doux tintement des verres en cristal, les rires agréables et sonores des amis réunis pour célébrer mon modeste succès. La cheminée crépitait, projetant des motifs lumineux et chaleureux sur le parquet de chêne poli. Cet espace, débordant de bonheur et d'un sentiment d'accomplissement, fut soudainement saisi par un silence absolu, comme figé sous une épaisse couche de glace au moment où ces mots furent prononcés. Ma sœur, Olivia, l'avait déclaré d'une voix claire et retentissante, comme si elle affirmait un droit incontestable ne laissant aucune place au débat. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés captaient les luxueux éclairages de la maison, scintillant et brillant si intensément que c'en était presque désagréable. Ce scintillement semblait se pavaner comme si c'était le rayonnement de sa propre réussite, volée à moi. C'était ma maison, enfin acquise, mon château, mon sanctuaire. Derrière le masque d'une comptable, simple et stable aux yeux du monde, j'étais en fait une investisseuse féroce. Fixant mon regard sur les vérités cachées derrière les lignes de chiffres des comptes de profit et pertes et des bilans. J'avais silencieusement, seul, mais constamment construit mon portefeuille immobilier. Et voici le 10e chef-d'œuvre, un jalon et une consécration, mon château de rêve valant 1,02 million d'euros. Ce soir, à cette pendaison de crémaillère, la star aurait dû être nulle autre que moi. Cet espace aurait dû être rempli uniquement de mots d'admiration et de félicitations pour moi. Mon mari, Jean, devait déjà être en train de transporter nos bagages dans la chambre principale. C'était incroyable. Des mots que mes oreilles pouvaient à peine croire, comme si mon cerveau refusait d'en comprendre le sens, sans ma permission, sans ma connaissance du tout. La chambre principale, l'endroit spécial dont j'avais débattu d'innombrables fois avec l'architecte depuis la phase de conception de la maison. L'endroit qui me tenait le plus à cœur. L'endroit où je, après une journée de combat, étais censé enfin déposer mon armure et trouver la paix au plus profond de mon cœur. Et maintenant, ils allaient piétiner mon sanctuaire avec des chaussures boueuses. Étaient apportées les valises Tapax en grave-l'œil à imprimer léopard d'Olivia, qu'elle devait avoir choisi avec une joie extatique, et les coussins voyants qu'elle devait avoir achetés dans un magasin bon marché. Des bibelots sans valeur qui ne reflétaient rien d'autre que son goût. Quant à Jean, qui était ostentatoire et facilement influencé par les opinions des autres, il devait sûrement avoir transporté les bagages sans réfléchir, obéissant simplement aux paroles d'Olivia. La seule pensée de cela me remplit d'un dégoût froid qui monta du fond de mon estomac. À la recherche d'aide, plaçant mon dernier espoir en lui, je me tournai vers mon père. Lui, en tant qu'invité d'honneur dans cette maison, savourait avec satisfaction le rare whisky single malt que j'avais spécialement préparé pour ce jour, assis à la place la plus privilégiée, la plus proche de la cheminée, faisant tourner le liquide ambré dans son verre et appréciant son riche arôme. Sa silhouette donnait l'impression qu'il était le maître de cette maison. Sûrement, il prendrait mon parti, celui de la fille aînée. Sûrement, il réprimanderait sévèrement Olivia pour son comportement scandaleux, totalement dérangé. Oui, j'essayais d'y croire. Quelque part au fond de moi, je m'accrochais encore désespérément à l'illusion de la famille. Pourtant, quand mon père croisa mon regard désespéré, il s'approcha lourdement de moi, comme s'il en comprenait parfaitement le sens sans la moindre honte. Sa démarche inébranlable ressemblait à celle d'un général triomphant, se promenant en territoire ennemi après la victoire. Puis, d'un volume parfaitement calculé pour s'assurer que les invités environnants pouvaient entendre, mais avec des mots ciblés comme des lames uniquement sur moi, il parla. « Aurore, Olivia a raison. Tes sœurs n'ont nulle part où vivre. Avec la récession, l'emploi de Jean est devenu instable. Ils disent qu'ils ne peuvent même pas payer le loyer. Tu as assez réussi pour vivre dans un tel hôtel particulier. Alors, aider ta famille en difficulté est ton devoir naturel en tant qu'être humain et en tant que fille, n'est-ce pas? Le moment est venu pour toi de rembourser enfin la dette de gratitude pour nos sacrifices pour t'envoyer à l'université. » À ce moment, je sentis les pièces de puzzle éparpillées dans ma tête s'emboîter, l'une après l'autre. Chaque point se connectait en une seule ligne froide. Ce n'était pas qu'il ne pouvait pas payer le loyer. C'était qu'il ne voulait pas. Ils refusaient simplement de baisser le style de vie ostentatoire qu'ils avaient toujours affiché. Même si mon père était censé vivre confortablement de son fonds de retraite, je savais qu'il en avait dilapidé la majeure partie en soutien excessif à Olivia,
en abonnement de golf et en dîner raffiné dans des restaurants de luxe. Ce n'était pas seulement l'égoïsme impulsif de ma sœur. C'était un plan soigneusement prémédité orchestré par toute la famille pour s'emparer de ma richesse et de mon succès. Ils cherchaient à jouir de mon succès comme du leur, à s'approprier la vie élégante dans ce manoir que j'avais gagné avec mon sang et mes sacrifices sans payer le moindre prix. Mes efforts, mes rêves, ma jeunesse que j'avais sacrifiée, tout n'était pour eux rien de plus que des outils commodes pour satisfaire leurs désirs infinis. L'indéniable vérité était que j'avais entièrement couvert mes frais de scolarité universitaire seul en demandant de multiples bourses et en consacrant toutes mes heures en dehors des cours à des petits boulots. Ce fait semblait avoir été effacé depuis longtemps de sa mémoire sélective. Ils roulaient dans de nouvelles voitures de luxe et exhibaient leurs albums de voyages européens à leurs proches. La raison pour laquelle ils refusaient de soutenir mes frais de scolarité était une croyance dépassée selon laquelle l'enseignement supérieur est inutile pour les filles et les mots insultants, je ne pense pas que tu vaux l'investissement. Leur bien n'avait toujours existé que pour leur fierté et leur plaisir. Pour lui, je restais rien de plus que la fille ingrate qui n'avait réussi que grâce aux opportunités que nous lui avions données. Les regards perplexes et pitoyables de mes amis me transperçaient comme d'innombrables flèches. Quoi? Pauvre Aurore. De loin, mais distinctement, j'entendis le murmure d'une sympathie indéniable. Cependant, cette même sympathie était maintenant l'humiliation la plus insupportable pour moi, celle qui me rongeait l'âme. Sur cette scène qui aurait dû être dédiée à la célébration de mon succès et à l'honneur de mon travail acharné. J'étais vue comme une victime pitoyable harcelée par sa propre famille. Au bord de ma vision, je vis Benoît, mon mentor en investissement immobilier et aussi mon avocat de confiance dans les affaires privées et professionnelles. Il était assis sur un canapé dans le coin de la pièce et me regardait avec une expression sévère mais calme. Seul son regard inébranlable montrait de la raison et de la confiance en moi dans ce théâtre de folie. J'inspirais profondément, profondément une fois. Mes poumons me faisaient atrocement mal comme s'ils étaient remplis d'éclats de verre finement brisés. Exploser d'émotion ici jouerait directement en leur faveur. Je ne ferais que prouver l'étiquette qu'ils avaient toujours voulu m'attribuer. La fille hystérique, émotive, difficile. Cela ne ferait qu'aggraver la situation. Mon credo en tant qu'investisseuse était de toujours rester calme, de prendre des décisions basées sur des données et des faits, non sur des émotions. Et maintenant, dans cette affaire des plus complexes, mêlée d'émotions, de famille, ce credo était mis à l'épreuve. Comme une actrice montant sur scène. Je soulevai à peine les coins de mes lèvres en un léger sourire et dis à mon père et à Olivia, qui étaient convaincus de leur victoire. Je vois. Très bien. J'étais juste un peu surprise, et ma gorge est devenue terriblement sèche. Je vais me chercher quelque chose de froid à boire. Leur tournant le dos, je me dirigeai pas à pas vers l'îlot de cuisine, mes pieds lourds, comme si je marchais dans une eau visqueuse. Je sentis les regards perplexes de mes amis me poignarder dans le dos, mais je gardai les yeux fixés droit devant moi. Une fois que j'eus pénétré l'ombre du comptoir, Benoît s'approcha discrètement, le visage plein d'inquiétude. « Aurore, ça va ?» Sa voix basse fut le seul son qui parvint clairement à mes oreilles au milieu de l'agitation. C'est la pire des situations. Alors que je versais de l'eau dans un verre d'une main tremblante, je répondis d'une voix que seul lui pouvait entendre. Oui, c'est le pire, mais je ne veux pas gâcher la fête maintenant. Demain, j'aurai besoin de ton aide, légalement et de manière décisive. Benoît me regarda dans les yeux et hocha la tête fermement. Bien sûr, je viendrai ici dès le matin. D'ici là, n'essaie pas de te battre seul. Ces mots, comme une encre dans une tempête déchaînée, calmèrent un peu mon cœur. Colère, chagrin, désespoir, trahison. Ces émotions brûlantes tourbillonnaient, s'entrechoquaient et finirent par fusionner en une seule, une détermination inébranlable, dure et brillante comme un diamant. Les bagages transportés dans la chambre principale. Ces valises de mauvais goût n'étaient plus de simples effets personnels. Elles étaient la preuve décisive et indéniable d'une occupation illégale, follement laissée derrière par leurs propres mains. Pendant les quelques heures restantes avant la fin de la fête, je laisserai cette famille stupide et cupide savourer son rêve éphémère de victoire. Laissez-les boire du champagne, se détendre dans ma maison et s'adonner à des fantasmes de leur avenir parasitaire. Demain à l'aube,
je les frapperai avec le marteau froid de la loi, leur montrant la vraie réalité sans la moindre pitié. Je sortis mon smartphone de ma poche, caché dans l'ombre du comptoir pour que personne ne le remarque, je commençai à taper un message à l'entreprise de déménagement que j'utilisais toujours, demandant une réservation d'urgence pour le créneau le plus tôt le lendemain matin. Tapant rapidement mais sans une seule erreur de lettre. Mes doigts bougeaient avec une résolution glaciale, sans colère, sans la moindre hésitation. Le lendemain matin, comme par magie, quand le brouhaha de la fête s'était miraculeusement estompé dans le silence, Benoît arriva chez moi avec l'aube. Nous regardâmes tranquillement en buvant du café les déménageurs emporter les affaires d'Olivia et des autres de la maison. Quand tout le travail fut fait et que le camion fut parti silencieusement, Benoît se tourna vers moi. Maintenant, Aurore, à propos d'hier soir, ce n'est pas simplement une querelle familiale. C'est une tentative claire d'occupation illégale. Tu m'as déjà consulté à propos de leurs demandes financières répétées. Leurs demandes ont augmenté proportionnellement à ton succès. Honnêtement, j'avais prédit qu'à un moment donné, ils pourraient recourir à ce genre d'intrusion physique. Je m'enfonçais profondément dans le canapé. C'est la même chose qu'une négociation commerciale. Ne sois pas émotive. Frappe précisément leurs faiblesses. Les finances du ménage que tu as autrefois analysées pour eux par bonne volonté. Ce sera notre plus grande arme. Oui, ils sont fiers et maintiennent un style de vie au-delà de leurs revenus. Ils se sont appuyés sur mon succès pour justifier leurs propres dépenses excessives. J'en ai assez. Je comprends. Benoît hocha la tête alors que je libérais les sentiments refoulés que j'avais gardés en moi, puis sortit un ordinateur portable de sa mallette. C'est exactement pourquoi cela ne peut pas se terminer par une dispute émotionnelle. Nous allons tracer une ligne claire avec la force de la loi. Sur la base de ton témoignage, j'adapterai les modèles de contrat que j'avais préparés pour les imprévus à cette affaire. Tout en écoutant mes paroles, il tapait sur le clavier à une vitesse étonnante. Puis il imprima plusieurs documents sur une imprimante portable. Écoute, ils vont certainement t'attaquer émotionnellement. Ils te traiteront de froide et d'ingrate, et à la fin, ils menaceront de te poursuivre en justice. Ce sera le moment de montrer ceci. Benoît me tendit le contrat et une feuille de référence résumant les coûts et le calendrier des procédures légales nécessaires pour expulser les intrus. Fais-leur ce que tu fais dans tes investissements. Reste calme. Démantèle-les avec des faits et des données. En tant que comptable et investisseuse, c'est ta forme de combat la plus forte. Grâce à ses conseils précis et à sa préparation, la dernière trace d'hésitation dans mon cœur disparut, ne laissant qu'une résolution d'acier. Immédiatement après, comme si c'était écrit, la sonnette de ma maison retentit, stridente et insistante. Le moniteur montra, comme prévu, mon père, le visage rougi de colère, et à ses côtés, ma mère, sur le point d'éclater en sanglots, mais également pleine de rage. Je lançai un regard calme à Benoît pour le rassurer. Et puis, lentement, et comme au ralenti, j'ouvris la lourde porte d'entrée. Aurore, qu'est-ce que tu crois que tu fais? À peine avais-je ouvert la porte que mon père fit irruption en hurlant. Sa voix n'avait rien de la fausse dignité de la veille. C'était une colère brute, à vif. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Répondis-je. J'ai simplement rendu des articles indésirables qui ont été illégalement placés dans la maison de quelqu'un d'autre sans permission à leur propriétaire légitime. Y a-t-il un problème avec ça? Mon calme glacial et la contre-attaque inattendue ne firent qu'attiser sa rage. Ne sois pas ridicule. Hier soir, tu as dit que tu coopérerais à notre proposition. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Répondis-je calmement, exposant uniquement les faits. J'ai dit, je vois. Cela signifiait que je comprenais votre demande scandaleuse, pas que j'y consentais. Vous l'avez unilatéralement annoncé devant une foule d'invités sans me donner la chance d'objecter. J'ai simplement essayé d'éviter de faire un scandale le soir de ma célébration. N'osez pas dire que j'ai oublié, le souvenir de la façon dont, par le passé, vous m'avez jeté des insultes, me traitant de sans-cœur et d'ingrate, et répandu des ragots sans fondement dans la famille lorsque j'ai refusé vos demandes financières déraisonnables, est encore frais. Puis ma mère, qui s'était silencieusement cachée derrière mon père, se lança soudainement dans sa performance larmoyante habituelle dans un hurlement aigu et hystérique.
Je reviendrai autant de fois qu'il le faudra. Tu n'as pas le droit de nous expulser. Nous sommes de la même famille, n'est-ce pas? Je t'ai mise au monde. Non, le droit d'expulser me revient. Je secouai la tête lentement mais fermement. L'acte de propriété, les certificats de paiement de la taxe foncière, tout est à mon nom, Aurore Miller. Et si vous mettez une fois de plus les pieds sur cette propriété sans ma permission claire ou osez dire que vous avez l'intention d'y vivre, j'appellerai la police sans hésitation. À ces mots, ma mère me regarda incrédule, comme si sa fille parlait soudainement une langue étrangère. La police? Nous sommes de la famille. Pourquoi appellerais-tu la police? Si tu faisais ça, nous aurions honte dans la communauté. Veuillez cesser d'utiliser ce mot pratique de « famille » comme un passe-droit pour vos actes illégaux. Je parlais doucement, mais chaque mot portait le poids d'années de colère et de résolution. Ce que vous avez fait hier, même si vous êtes des parents de sang, constitue un acte criminel clair en vertu de la loi, intrusion et occupation illégale dans ce pays. Malheureusement, les liens de sang ne pardonnent pas ces crimes. Mes déclarations calmes et juridiquement fondées laissèrent mon père et ma mère sans voix pour la première fois. Enfin, ils commencèrent à comprendre, à vraiment comprendre à quel point leur plan égoïste avait été déraisonnable et loufoque. Mon père rassembla ce qui restait de sa fierté vacillante, et, dans un dernier acte de résistance, força une voix. J'appellerai un avocat et je te poursuivrai en justice. Je ferai savoir au monde que tu es une fille sans cœur qui ne prendra pas soin de ses parents. Oh, quelle coïncidence! Je soulevai légèrement le coin de ma bouche. C'est exactement pourquoi je me suis préparée à cela à l'avance. Je jetai un regard vers Benoît, qui était assis tranquillement sur le canapé du salon. Benoît ici est mon avocat, et il est un expert spécialisé dans le droit immobilier. Voudriez-vous entendre directement de lui, un professionnel, à quel point votre plan est imprudent et inéluctablement perdant? Puis je regardai mon père droit dans les yeux. Il n'y avait plus de fille effrayée devant lui. Et si vous voulez parler de me poursuivre en justice, je vous défierai volontiers. Père, savez-vous à quel point le processus légal d'expulsion des occupants illégaux peut être long et coûteux? Il y a d'abord une lettre recommandée, puis le dépôt d'une plainte en expulsion auprès du tribunal. Pendant ce temps, les honoraires d'avocat, les frais de dépôt au tribunal et d'innombrables heures s'accumulent. Tous ces coûts incombent entièrement à la partie perdante. Avec votre situation financière actuelle, pouvez-vous même couvrir de si énormes dépenses? Repensez à l'époque où, en tant qu'experte comptable, j'ai analysé vos finances familiales de bonne volonté il y a des années. Des adhésions à des clubs de golf bien au-delà de vos revenus, des polices d'assurance inutiles et des dépenses extravagantes pour le simple maintien des apparences. À ce moment-là, je vous ai prévenu. Je vous ai dit que continuer ainsi mènerait à l'effondrement. Vous avez ignoré cet avertissement et avez continué à gaspiller, et voici le résultat. Benoît se leva silencieusement, mais avec une présence imposante qui domina la pièce, et mon père recula d'un pas comme intimidé. Le sang quitta son visage, sa fureur se transformant en peur. À présent, il était clair comme le jour qu'il n'avait aucune chance de gagner. Si vous souhaitez maintenir même le strict minimum d'une relation avec moi en tant que père et fille à partir de maintenant, il n'y a qu'une seule condition. Je fourrai le contrat que Benoît venait de rédiger dans les mains de mon père. Il stipulait clairement et succinctement qu'à partir de maintenant, il ne me ferait plus jamais de demande financière. Il n'aurait absolument aucun droit sur mes biens. Et lors de la visite de ma maison, il devait d'abord obtenir ma permission et prendre rendez-vous. Lisez ceci attentivement, comprenez-le et signez-le, et je maintiendrai au minimum une relation familiale avec vous. Mais si vous ne pouvez pas accepter ces conditions, alors nos liens se terminent aujourd'hui. À partir de ce moment, non seulement légalement, mais émotionnellement, nous ne serons plus que de parfaits étrangers. D'une main tremblante d'insultes et de peur, mon père accepta les papiers. Le frottement sec de ses doigts sur les pages résonnait anormalement fort. Ils étaient contraints à la plus grande décision de leur vie, accepter le nouvel ordre que j'avais établi et préserver à peine leur relation avec leur fille, ou perdre à jamais l'enfant aîné qu'ils avaient si à tort cru être leur arbre à argent. Cette réponse planait encore dans l'air lourd et humide du matin. Après avoir présenté le contrat, tout contact de ma famille cessa pendant plusieurs jours.
Comme le silence avant une tempête, mon téléphone resta muet. Ce qui brisa finalement cet équilibre étouffant fut un appel d'une personne totalement inattendue. C'était du mari d'Olivia, Jean. Aurore, j'ai besoin de te parler. Sa voix était plus sérieuse que je ne l'avais jamais entendue et complètement épuisée. La frivolité superficielle qu'il avait montrée à la fête n'était plus là. J'acceptais de le rencontrer dans un café tranquille, à l'abri des regards indiscrets, non loin de ma maison. Quand Jean arriva à l'heure convenue, son visage était émacié, totalement différent de l'homme qui buvait du champagne chez moi quelques jours auparavant, et de profondes cernes s'étaient creusées sous ses yeux. Il ne toucha pas le café que la serveuse apporta, se contentant de le fixer alors qu'il refroidissait avant d'aller droit au but. J'ai décidé de divorcer d'Olivia. Ces mots dépassèrent tout ce à quoi je m'étais attendue. J'avais supposé qu'il venait soit pour demander de l'argent, soit pour me persuader au nom d'Olivia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, tu demandes? Jean laissa échapper un rire sec plein d'autodérision. Tu avais raison. Nous étions sur le point de devenir de véritables criminels. Après, j'ai confronté Olivia et ses parents à l'absurdité de tout cela, et ils ont tout avoué. Olivia m'avait dit, Aurore nous a préparé une chambre. C'est une surprise, alors nous l'annoncerons à la fête. C'est pourquoi j'ai porté les bagages comme on me l'a dit. Elle a dit que c'était tout naturel d'aider une sœur qui avait réussi et qui en avait les moyens. J'ai été stupide d'y croire si aveuglément. Mais tout était différent. Dès le début, il m'avait manipulé avec un plan méticuleux pour parasiter ta maison. Quand tu as marché vers la cuisine et que l'air s'est figé, quand j'ai vu les yeux pitoyables de tes amis, c'est la première fois que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Ta famille manque du sens le plus élémentaire de la décence et de l'éthique. Ces mots ne sonnaient plus comme l'histoire de quelqu'un d'autre. Ils portaient la piqûre de ma propre douleur, me forçant à la revivre. Lui aussi était une victime de cette famille. Olivia ne connaît pas le vrai sens du travail. Elle ne comprend pas la valeur de l'argent ni la quantité de travail et de responsabilité que cela représente. Elle a toujours cru que c'était quelque chose que ses parents, puis toi, fourniraient inconditionnellement. Je ne peux pas passer le reste de ma vie avec une telle personne. J'en ai absolument marre du fond du cœur. Sur ce, Jean se leva, laissa de l'argent sur la table pour son café intact et le mien, et s'en alla sans un mot d'adieu. Reflété dans la porte vitrée, son dos était empreint de la solitude écrasante et de la détermination d'un homme qui avait pris une lourde décision. Ce soir-là, après avoir dîné seul et travaillé dans mon bureau, il y eut un léger coup, hésitant, à la porte d'entrée. Elle n'avait même pas eu le courage de sonner à la sonnette. En regardant par le Judas, je vis Olivia debout, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Les vêtements de marque de luxe qu'elle avait portés à la fête étaient maintenant froissés et ébouriffés. Au moment où j'ouvris la porte, elle s'effondra au sol et se mit à pleurer comme une enfant. Aurore, je suis désolée. J'ai eu tort sur tout. Jean m'a remis les papiers du divorce. Je ne l'invitais pas à l'intérieur. Je restais simplement là, la porte ouverte, laissant l'air froid de la nuit entrer, regardant calmement et sans émotion ma sœur, qui sanglotait assise sur les marches en pierre du porche. Il n'y avait aucune sympathie. Il n'y avait que la froide vérité des conséquences auto-infligées. Après un moment, mes parents, ayant clairement couru après elle, arrivèrent derrière moi essoufflés. Quand ils virent la scène, ils furent frappés de stupeur. Leur fille cadette autrefois si prisée, qu'ils avaient gâtée sans retenue, réduite à une figure si pitoyable et ruinée. C'était le résultat final incontestable provoqué par leur amour tordu et leur éducation mal avisée. Mon père dit, « Aurore, je suis vraiment désolé. Nous avons eu tort sur tout. Nous nous sommes trop appuyés sur toi, nous avons trop dépendu de toi. » Ma mère resta simplement à côté d'Olivia, versant silencieusement des larmes. Je ne les invitais pas à l'intérieur. Ce château que j'avais construit avec mon sang, ma sueur et mes larmes n'étaient plus un sanctuaire où ils pouvaient entrer avec insouciance et sans réfléchir. Ils devaient le comprendre par eux-mêmes. La vengeance était déjà terminée. En premier lieu, la vengeance n'avait jamais été ce que je voulais. Ce que j'avais désiré, c'était le respect fondamental dû à tout être humain indépendant et une limite saine et inébranlable qui ne serait plus jamais violée. Les mots n'étaient plus nécessaires.
Je pris une carte de visite sur la table du salon et la plaçai délicatement dans la main de mon père. C'était la carte d'un excellent conseiller financier que Benoît m'avait présenté. Mon succès n'est pas dû à la chance. C'est grâce à une étude de marché approfondie, à une gestion méticuleuse des risques, et surtout à un jugement froid non influencé par l'émotion. Ce qui a toujours manqué à votre famille, ce sont précisément ces choses. Continuai-je. Ma voix était calme, mais portait l'autorité d'un professeur parlant à des élèves qui ne savaient rien. Si vous reconnaissez vraiment vos erreurs du fond du cœur et si vous voulez vraiment recommencer par vos propres forces, alors ce sera mon dernier investissement en vous. Vous devez tous suivre le cours de gestion financière de base enseigné par cette personne. Apprenez la vraie valeur de l'argent, le vrai sens du travail et la responsabilité de se tenir debout par soi-même. Apprenez-le à nouveau à partir de zéro comme des enfants de maternelle. C'était le chemin ardu mais unique pour reconstruire leur vie par leurs propres moyens. Je ne leur prêtais pas d'argent. Je n'échangeais pas de nouvelles coordonnées. Je payais seulement à l'avance les frais de scolarité de ce cours. C'était, en tant que leur fille aînée et en tant qu'individu qui avait réussi, la dernière et la plus grande miséricorde que je pouvais leur accorder. Des mois plus tard, dans un café où je me rendais pour un rendez-vous d'affaires, je vis par hasard Olivia prendre désespérément des commandes et essuyer les tables. Ses mains, autrefois ornées de manucures coûteuses, étaient abîmées. Et bien que son visage montrât une fatigue indéniable, l'arrogance de juger les autres avait complètement disparu, remplacée par la lumière modeste mais certaine de quelqu'un qui tentait de vivre par ses propres forces. Enfin, elle aussi semblait apprendre le vrai sens du flux de trésorerie par elle-même. Nos regards se croisèrent un instant, mais aucune de nous ne parla. Nous échangeâmes simplement de petits hochements de tête. C'était suffisant. Un autre jour, une enveloppe inconnue arriva dans ma boîte aux lettres. L'expéditeur était mon père. À l'intérieur se trouvait un rapport de revenus et dépenses du ménage écrit de son écriture maladroite mais soignée. Il détaillait avec la propreté d'un devoir d'enfant comment ils avaient réduit les dépenses inutiles, comme les sorties au restaurant et les divertissements, et avaient commencé à vivre frugalement mais régulièrement selon leurs moyens. À la fin de la lettre, il n'y avait pas de mot de gratitude ou d'excuse, seulement un seul mot puissant, merci. De loin, je veillais sur leur modeste croissance tandis que je plaçais ma propre vie, mon propre temps avant toute chose. Le manoir qui m'avait autrefois conduite au bord du désespoir était maintenant devenu un lieu de véritable tranquillité, m'appartenant exclusivement, libre de toute intrusion. Les week-ends, j'invitais des amis, buvais du vin devant la cheminée et pratiquais le yoga sur le balcon en me prélassant au soleil du matin. Tout cela était la paix que j'avais gagnée pour moi-même. La ligne de démarcation claire tracée entre ma famille et moi n'était pas une ligne froide de rupture. C'était une distance née du respect, nécessaire pour qu'un jour nous puissions nous faire face à nouveau en tant qu'individus vraiment indépendants.